Je n'ai jamais réussi à définir le féminisme. Tout ce que je sais, c'est que les gens me traitent de féministe à chaque fois que mon comportement ne permet pas de me confondre avec un paillasson. Salut les filles d'Olympe, bienvenue dans les bulles de flow, ce défi un peu fou, vous concoctez 100 épisodes en 100 jours. Chaque bulle sera une respiration, une histoire ou un défi pour éclairer autrement nos différences, nos ressemblances et nos fameux possibles. Je suis Florence Hugui, facilitatrice des impossibles, et je vous emmène avec moi dans mes bulles d'expériences, d'anecdotes, de dialogue avec vous aussi, bien sûr. Allez, on respire et on s'envole. Alors voilà, nous y sommes. Ça fait plus de 2 mois que je vous partage des bulles à peu près tous les matins. Et ça fait aussi à peu près 2 mois que je recule le moment de vous parler de ma manière d'être féministe. C'est une immense question, ça, pour moi. Je sais très bien comment je me suis construite à ce sujet-là. Je sais comment j'ai eu des convictions et d'où elles sont venues. Mais en fait, je ne l'ai jamais vraiment dit, en tout cas pas publiquement. Il y a des petits bouts de ça qui passent par-ci, par-là. Mais il y a quelque chose qui me paraît important à poser dans le cadre de ce podcast parce que c'est une des fondations. C'est une des fondations avec laquelle je travaille et qui me semble vraiment importante à vous partager, que ce soit pour que vous puissiez vous en distancer ou au contraire vous y retrouver, en tout cas que ça puisse ouvrir un débat. Et c'est pas dans l'idée de faire de mon nombril le nombril du monde, pas une seconde, c'est plus dans l'idée de se dire, tiens, à partir de ce récit-là, comment moi je me positionne et qu'est-ce que j'ai envie de dire ou qu'est-ce que j'ai envie de partager, de faire, d'agir, comment j'ai envie de me positionner à travers ce récit. Peut-être qu'il sera très éloigné de la manière dont vous concevez cette question, peut-être qu'au contraire, on va se retrouver sur un certain nombre de points. On verra bien. En tout cas, une chose est sûre, ici, j'ai aucune envie de vous faire un espèce de cours des différents courants féministes, ça n'aurait aucun sens. Par contre, j'ai vraiment très envie de vous partager mon parcours à ce sujet et comment j'ai cheminé sur ces questions. Et je vous cite pour débuter cet épisode une autrice anglaise qui s'appelle Rebecca West, qui a traversé le XXe siècle, qui est décédée en 1983, qui avait des convictions féministes très fortes et qui a dit ceci: « Je n'ai jamais réussi à définir le féminisme. Tout ce que je sais, c'est que les gens me traitent de féministe à chaque fois que mon comportement ne permet pas de me confondre avec un paillasson. » Je commence ça avec la partie que je pourrais appeler mon féminisme instinctif. C'est celui qui s'est ancré en moi presque depuis le moment où je me suis mise à respirer sur cette terre, en tout cas peu de temps après, parce que j'ai très vite, ou j'ai même toujours pensé qu'il n'y avait aucune raison que je n'ai pas les mêmes droits que les garçons. Et qu'il n'y avait aucune raison que je ne puisse pas faire les choix que je voulais faire ou que je ne puisse pas avoir du pouvoir face aux garçons. Et même quand j'étais à l'école enfantine, je me souviens que j'essayais de prendre le pouvoir sur les mecs. J'essayais déjà de trouver comment faire pour qu'ils ne m'entourloupent pas. J'avais plein d'amoureux, j'avais une sorte de harem, je me souviens très bien, j'étais toute petite et j'avais plein de mecs. Et c'était évidemment des histoires que je me racontais, je ne sais pas du tout si c'était partagé ou pas, mais c'était pas très important. Dans ma tête, il y a quelque chose qui se forgeait déjà, qui consistait à dire « je suis aussi forte qu'eux ». Et il n'y a rien qui va me faire changer d'avis à ce sujet. C'est comme ça que ça a commencé chez moi. C'est comme ça que ça a commencé parce que je crois que le milieu duquel je viens m'a aussi montré très vite qu'il s'agissait de ne pas du tout lâcher quoi que ce soit à ce sujet. Là, je rejoins quand même notre amie Simone de Beauvoir. On l'aime ou on l'aime pas, mais j'ai envie de vous la citer quand même ici parce qu'elle a dit ce truc qui est tellement vrai, qui dit « Rien n'est jamais définitivement acquis. Il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Votre vie durant, vous devrez rester vigilante. » Et puis franchement, quand on regarde l'état de notre époque actuelle, le fait que même les États-Unis, ou surtout les États-Unis, n'ont plus de loi garantissant un avortement, je pense qu'on est exactement les 2 pieds dans cette époque-là, dans une de ces époques de crise où il s'agit de garder l'œil ouvert absolument et de rester vigilante sur ces questions parce que nos droits sont grignotés très très rapidement si on n'y prend pas garde. Et c'est de ça dont j'ai aussi envie de vous parler parce que c'est de ça dont est construit mon féminisme. J'ai très vite compris qu'il s'agissait de ne rien lâcher et de rester attentive. Alors bien sûr, quand j'étais petite, je ne savais pas que ça s'appelait du féminisme et j'avais aucune idée qu'il y avait du patriarcat et c'était pas des termes que j'utilisais. Je savais juste que dans ma vie à moi, personne ne me marcherait sur les pieds.
Sauf que dans ma famille, il allait falloir que je sois un peu plus vigilante que prévu, parce que j'avais un père qui était très autoritaire, qui était très patriarcal, et qui se positionnait comme l'homme de la famille, et qui avait toujours raison, et qu'il fallait suivre au doigt et à l'œil, sans quoi ça se passait pas hyper bien. Ma mère était quelqu'un de plutôt soumise, en tout cas en apparence, c'est comme ça que moi je l'ai perçue pendant des années. Et donc il a fallu que je me positionne très vite parce que j'ai décidé très très rapidement que j'allais rien lâcher face à cet homme. Dans les premières années de ma vie, c'est allé, on s'entendait plutôt bien. Puis au moment où j'ai commencé à penser par moi-même et surtout à exprimer mes opinions, alors les choses se sont tendues et c'est devenu même très violent pendant plusieurs années. Et dans ces années-là, c'était très important pour moi que je ne lâche rien parce que mon salut était à ce prix. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'aurais lâché, à partir du moment où j'aurais accepté de me soumettre à une vision tellement patriarcale du monde, alors j'allais vraiment perdre des acquis, j'allais vraiment perdre une place que j'avais décidé de conserver et donc ça allait être vraiment dommageable pour moi. Et c'est une espèce de pacte avec moi-même que j'ai fait à l'intérieur de moi sans même m'en apercevoir, qui a dit jamais, jamais je ne céderai devant cet homme. Et donc jamais je ne céderai devant aucun homme. C'est pas toujours un cadeau parce que ça génère plein de traumas, ça génère plein d'autres problématiques. Mais une chose est certaine, c'est que effectivement face à lui, je n'ai jamais baissé les yeux. Et aujourd'hui, j'en suis plutôt fière parce que ça m'a construite et ça a fait celle que je suis, celle qui essaye de se positionner sur ces questions-là, qui prend de la distance à certains moments parce que je suis pas d'accord avec tout, mais qui me permet de rester dans ma tête en tout cas avec une forme de liberté et une forme d'autonomie qui m'est extrêmement chère et précieuse et que j'ai aucune envie de lâcher à aucun moment de ma vie. Alors tout ça, ça a aussi commencé à l'extérieur de la maison. Parce que quand je suis allée au catéchisme, j'avais été baptisée catholique par mes parents, je me suis rendu compte qu'il n'y a que les garçons qui servaient la messe. Et c'est là qu'a eu lieu mon premier acte féministe. Alors je souris aujourd'hui en disant ça, mais quand même, j'ai posé la question au curé. J'y ai posé la question en disant mais comment ça se fait qu'il n'y a que les garçons qui vont servir la messe? Est-ce que les filles peuvent pas? Enfin, comment ça se fait que les filles peuvent pas? Et puis, et je me souviens que je l'ai dit un peu revancharde comme ça. Et il m'a dit, il a pas su me répondre en fait. Il a pas su répondre à ma question. Et il a tellement pas su y répondre qu'il a invité les filles à participer. Et c'est à partir de là que dans ma paroisse, des filles ont pu aller servir la messe. Alors évidemment, j'ai dû m'y coller. J'aimais pas trop ça. C'était pas franchement ma tasse de thé. Mais vu que j'avais fait mené cette espèce de combat qui avait vraiment duré 3 phrases et demie, il fallait quand même que je m'engage un petit peu. Ça a donc été ma première victoire féministe. Peut-être la seule sous cet angle-là, en tout cas sous l'angle militant, mais quand même. Dans les études féministes, on appelle ça un féminisme pré-politique. C'est une étape où on n'a pas vraiment les concepts, mais on a l'intuition qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond et on le dit. Et le dire, c'est vraiment important. Parce qu'en réalité, le patriarcat, souvent, ça tient debout uniquement parce qu'on ne le questionne pas. Parce qu'à partir du moment où on le questionne, on se rend bien compte qu'il n'y a pas de vraie réponse, qu'il n'y a pas une réponse logique, qu'il est juste là, qu'il est juste installé et qu'il ne s'est pas posé la question de savoir s'il était pertinent ou pas pertinent. Et puis, c'est là-dessus, en fait, que j'ai joué et j'ai gagné. En tout cas, à cet âge-là, j'ai gagné. En réalité, on pourrait dire que mon premier féminisme, c'est mon système d'alerte interne. Et ce système d'alerte interne, il a dû être mis en place à cause de mon père, parce que mon père était là, parce que mon père représentait pour moi un vrai danger et qu'il fallait que je m'en protège. Et donc, je l'ai construit de manière totalement inconsciente. J'ai jamais formulé ça sous la forme dont je vous parle aujourd'hui. Pas du tout. Par contre, j'ai compris qu'il y avait cet homme dans la pièce et que ça nécessitait ou ça générait peut-être un danger. Et donc, j'ai commencé à me protéger. Et se protéger, pour moi, ça a été de prendre du poids pour m'en protéger parce qu'il y avait des coups, il y avait des scènes de violence et puis il y avait beaucoup de tension à la maison. Et donc, il y avait beaucoup de moments où je risquais quelque chose. Alors, parfois, c'était juste des menaces et puis parfois, c'était des actes. Donc, il fallait que je me protège de ça. Quand on grandit avec un homme qui est colérique et imprévisible, c'est notre corps qui devient notre premier garde du corps, notre premier protecteur. Il y a peut-être beaucoup de femmes qui vont se reconnaître là-dedans, parce qu'avant de connaître les mots patriarcat ou rapport de domination, on connaît la sensation. Et c'est surtout de cette sensation dont j'ai envie de parler, parce que mon corps a été le berceau de ces sensations d'impression de sécurité ou au contraire de danger, et qui m'ont donné toute une série d'informations qui ont su me dire à quel moment j'avais besoin de me protéger ou pas.
Ce qui veut dire que ce que j'ai appris grâce ou à cause de la présence de mon père ont été très utiles quand je suis partie dans la vie, dans le monde, avec les garçons que je rencontrais. Et donc moi, j'ai pas vécu de situation violente avec les garçons que j'ai rencontrés parce que je m'en protégeais, parce que je savais identifier ce truc-là, parce que je le reniflais à distance. Il s'est à peu près rien passé de problématique. J'ai plutôt rencontré des hommes bien, intelligents, respectueux. Et je me rends compte aujourd'hui que ça a été peut-être une chance, même si cette chance, elle est à double tranchant, puisqu'elle a été accompagnée d'une expérience précédente qui m'avait menée à me protéger pour toutes les raisons que j'ai déjà évoquées. Mais ça aussi, c'est une manière d'être féministe avant les mots. C'est refuser instinctivement de se laisser approcher d'un peu trop près et de savoir mettre de la distance au bon endroit, juste pour pouvoir continuer d'avancer. Et puis ensuite, tout ça m'a mené à des lectures. J'ai commencé de lire des écrits féministes très très jeunes. Je devais avoir 10 ou 12 ans quand j'ai commencé de lire ces autrices-là. Et c'était des Kate Millett ou des Benoît de Groult ou d'autres femmes de la même époque. Donc des femmes qui ont écrit il y a très très longtemps, on parle des années 70. Mais ça a été vraiment vraiment important pour moi. Ensuite, il y a eu Suzanne Faloudi et son ouvrage sur le backlash, la fin des années 80, qui a été vraiment fondateur aussi, et puis d'autres féministes que j'ai lus à travers les années, et puis qui m'ont aussi beaucoup, beaucoup nourri, et qui m'ont permis de savoir comment un peu me positionner de manière instinctive, semi-littéraire, pour voir un peu quelle place j'avais envie de prendre sur cette question-là. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'à travers ces lectures et à travers ces textes, j'ai compris que j'étais pas folle, j'ai compris que ce que je vivais, ça avait un nom, et que ce nom, c'était le retour de bâton que je vivais à domicile, le backlash de Suzanne Faloudi, le retour de bâton que je vivais à domicile, qui existait aussi dans la société, qu'il était aussi présent, et qu'il s'agissait de s'en garder, de s'en protéger. Évidemment que là, on est encore dans cette première étape intuitive, et j'ai envie ensuite de vous raconter la suite, c'est-à-dire comment j'ai pu, grâce à ces lectures, réfléchir à quelle place j'avais envie de prendre dans cette histoire de féminisme. Et puis comment ça s'est traduit dans mon histoire, mais tout ça, je vous le raconterai demain dans la suite de cette affaire-là. Peut-être que vous aurez envie de l'écouter. J'espère en tout cas que ça générera des réflexions et qu'on pourra échanger sur ces questions-là parce que ça me paraît assez fondamental de partager ça, surtout avec ce podcast dédié aux filles d'Olympe, Olympe de Gouges, qui est avec nous tout le temps. Et puis, juste avant de vous quitter, je vous le répète, vous le savez, on ne naît pas libre, mais on peut le devenir à coups de mots, à coups d'actes et à coups d'audace. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain pour la prochaine bulle qui vous racontera la suite de ma fantastique histoire, mais surtout de tous ces éléments qui peut-être fabriquent quelque chose de la manière dont on devient une femme dans cette société.